C'est toutes les masques que j'ai portées, le paraître, Écoute, quand on porte un masque, on se dénature. Fait que j'avais le masque de la colère. Quand je voulais pas montrer que j'avais pas raison, je démontrais que j'étais là avec mes gros sabots. Puis souvent, les gens me disaient « T'es intimidante ». Puis ça, j'étais fière de ça. J'étais fière de ça, d'être intimidante. Moi, j'ai l'air de quelqu'un qui sait où s'en va. C'était ça pour moi, la performance. OK. Je trouve ça intéressant parce que moi, ça n'a jamais été ma conception, tu sais, des choses. Mais oui, mais continue. Fait que là, toi, ça te rendait fière. J'étais fière de ça. Moi, j'étais fière de dire que j'étais occupée. J'étais fière de dire que quand les gens à mes côtés se sentaient peut-être un peu intimidés, ça veut dire que je démontrais que je savais où je m'en allais puis j'étais compétente. Tu voulais comme te détacher des gens pour montrer... Tu sais, je vais un peu fort, là, parce que je pense que j'ai pas souvent eu le feedback de dire que j'étais condescendante, mais il y a des fois je devais sûrement dégager une certaine arrogance. OK. Puis ça, je pense, ça venait avec l'image aussi. C'était quoi le leader qui est capable de mettre son poing sur la table? Tu sais, comme l'image qu'on a en arrière-plan de c'est quoi le leadership. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Puis j'ai réalisé qu'à un moment donné, quand t'es toujours dans une énergie de combat, là, tu sais, c'est comme quelqu'un me pose une question, je vais y aller brûle pour point, il faut que j'aie raison. Ça épuise. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Cette semaine, on fait quelque chose de spécial. On fait un podcast crossover. Ce que ça veut dire, c'est que l'épisode, il va être disponible à la fois sur le feed de La Talenterie. Merci d'ailleurs d'être à l'écoute chaque semaine. Et il va être sur le feed aussi de mon invité / mon intervieweuse ou ma collaboratrice pour cet épisode, Hélène Savignac. Juste avant de vous présenter Hélène et de vous parler du sujet du podcast, je voulais prendre un petit moment pour vous remercier vraiment d'être à l'écoute. J'ai eu puis je dis j'ai, mais Charles aussi, là, on a eu une vague d'amour vraiment en janvier pour le podcast La Talenterie. Je sais pas ce qui s'est passé, les gens. Non seulement les écoutes étaient au rendez-vous, mais surtout les gens, vous nous avez beaucoup écrit en privé, commenté sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de partage aussi. Il y a des gens qui m'ont écrit pour qu'on se rencontre, qui avaient envie de jaser. Écoutez, c'était vraiment le fun. Puis je voulais vous dire, continuez à faire ça parce que nous, ça nous donne vraiment le gaz pour prévoir des sujets puis continuer à mettre de l'énergie dans ce super projet. Maintenant, sans plus attendre, je vous présente Hélène Savignac, qui est la fondatrice de l'entreprise Synaxon Expansion. Vous allez voir, vous allez vous attacher à elle. J'ai eu une conversation qui m'a vraiment inspirée, fait réfléchir aussi beaucoup. Ce qu'elle fait dans son quotidien, c'est qu'elle accompagne des entrepreneurs à performer, mais dans un mindset vraiment de bienveillance. Fait que de remettre un peu en question c'est quoi la performance pour eux, pour leurs employés. Bon, fait qu'à travers plusieurs services conseils. Puis elle a aussi le podcast qui s'appelle justement « Performer autrement au quotidien » que je vous invite à aller découvrir. Je vais mettre tous les liens pour que vous puissiez aller télécharger ces épisodes dans les notes du podcast. Et on a parlé de ce sujet-là ensemble. Donc, comment on peut, en 2022, en ce début d'année, c'est un moment parfait pour ce genre de réflexion, comment on peut se remettre en question pour performer autrement. Sans plus tarder, je vous amène dans la conversation que j'ai eue avec Hélène Savignac. Alors, c'est vraiment un honneur. On est à studio ensemble en plus aujourd'hui et on va discuter d'un sujet qui nous unit, la performance. C'est quoi la performance en 2022? Alors, ça va être comme un mix d'expériences personnelles, de nos expériences d'entrepreneurs aussi, de qu'est-ce qu'on observe dans le monde du travail. Bref, sans plus tarder, Sarah, étant donné que là, les gens qui nous écoutent vont être sur le podcast Performer autrement, parle-nous un petit peu de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Sarah? Bien, tu sais, très, très rapidement, moi, j'ai fondé mon entreprise il y a 1 an et demi. Je suis consultante, en fait, dans le monde des ressources humaines. Puis j'aide les employeurs à être des meilleurs employeurs, si on veut, à travers leurs pratiques RH puis leur programme de rémunération globale, communication. C'est assez vaste. Puis ben, j'ai un hub d'innovation sociale dont mon podcast fait partie, où on réfléchit le monde du travail pour justement l'améliorer. Puis je pense que toi aussi, c'est des sujets qui te tiennent à cœur. Veux-tu parler un peu de ce que tu fais dans la vie puis de ton podcast aussi? Ben oui, puis merci de me donner l'opportunité. Alors, pour les gens qui sont sur la talenterie, je vous dis bienvenue. C'est un plaisir pour moi que vous m'écoutiez. Et les gens qui sont sur le podcast Performer autrement,
dans le fond, je me suis réellement présentée lors du tout premier podcast. On est déjà rendu une quarantaine. Alors, j'en ai profité pour me présenter à nouveau. Pourquoi je parle de performance, puis qu'est-ce qui m'identifie dans ma vie de tous les jours? J'accompagne des entrepreneurs à mettre l'humain au cœur de chaque projet. Et à travers de ça, bien, ça vient avec le fait de se libérer du pattern de la performance tel qu'on le connaît pour vraiment être qui on est dans notre unicité, dans notre zone d'excellence, puis d'être vraiment connecté à notre petite voix qui nous guide pour faire nos choix. Fait que ça se fait à travers différents services d'entreprise, mais dans l'essentiel, là, c'est de mettre l'humain en avant-plan. Et dans mon cas, j'ai été longtemps prisonnière du pattern de la performance qui est prise. Alors, j'ai été chanceuse d'avoir un haut niveau d'énergie qui a fait en sorte que je suis pas allée flirter avec le burn-out, mais j'étais sur la bonne voie. Ah ouais? Bref, fait que c'est un peu ça ma présentation. C'est ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Et le passage que j'ai fait de la performance, justement, qui est prise à celle qui revitalise, c'est ça qui m'a inspirée à lancer le podcast Performer autrement au quotidien. Oui, puis j'invite d'ailleurs les auditeurs à aller l'écouter. Tu l'as dit, il y a plusieurs épisodes déjà. Des fois, tu reçois des gens, des fois, tu es toute seule avec ton adjointe, je crois, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. En fait, avec Karine, ma collaboratrice, qui s'est elle a dit, moi, là, j'y vais all-in. J'ai jamais fait ça dans ma vie. J'ai demandé, t'as-tu le goût de m'accompagner dans le podcast? Elle a dit oui. Puis on a développé une collaboration cette façon-là. Puis on a quelqu'un en commun aussi, Sarah. En fait, Charles, qui est le producteur du podcast, c'est également ton conjoint. Oui. Puis c'est par l'entremise de nos collaborations qu'on s'est rencontrés puis qu'on a découvert qu'on avait un sujet en commun. Oui. Et que là, on vit l'expérience du crossover. C'est des mots que je connaissais pas du podcast. Mais là, maintenant, ça y est. C'est vraiment excitant. Fait que on se lance dans cette expérience-là de co-animation. Oui. Alors, merci en fait d'avoir eu l'idée. Merci à vous deux d'avoir eu l'idée. Merci Charles. J'en profite pour le remercier puisque c'est aussi le réalisateur de mon podcast à moi. Fait que on le dit pas souvent. Merci beaucoup. Hélène, une affaire qui m'a frappée dans nos conversations, c'était qu'on n'a pas la même approche. Tu sais, la performance, c'est large en fait. Puis il y a plusieurs angles, plusieurs façons de le voir. Puis moi, en étant une fille de RH, si on veut, la première chose qui me vient en tête, c'est la performance de l'entreprise. Comment s'assurer que les gens sont mobilisés, qu'ils ont envie de performer, de contribuer à un objectif commun. Puis toi, tu sais, comme tu l'as expliqué, tu le vois un peu plus, tu sais, sur le plan individuel. Comment tu verrais qu'on pourrait concilier les deux? Bien, en fait, un va pas sans l'autre. Fait que moi, je parle souvent, mettons, comme l'entrepreneur. Puisque j'assiste, mettons, les entrepreneurs, les dirigeants en premier lieu, si l'entrepreneur il est libre de cette quête du plus-là, qui est vraiment dans sa zone à lui, automatiquement, quand on est bien, on a le goût que les autres autour de nous aussi soient bien. Fait que pour moi, la performance, tu sais, j'ai dit le mot performance parce que ça rejoint les gens. Mais pour moi, la performance, c'est bien plus de l'efficacité. C'est d'être capable d'en faire plus avec moins de ressources. Le temps, l'énergie, etc. Fait que c'est comme si un va pas sans l'autre. Si l'entrepreneur, il a quand même peut-être une responsabilité, peut-être un petit peu plus pour les dirigeants que les membres de l'équipe, de créer un environnement dans lequel les gens vont pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Ouais. Fait que c'est ça un peu. Fait que je me dis, si la personne elle-même est prise avec la quête du plus, qui pense jamais qu'elle est à la hauteur ou qui devient très, très, très exigeant envers lui-même et envers les autres, bien là, on embarque dans l'univers de la pression. Quand les gens sont sous pression, sont stressés, sont moins à même de donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, je pense que c'est là que toi, tu ressens ça. Tu sais, dans l'univers des communications, des ressources humaines, j'imagine que les gens, veulent pas, t'arrives, tu ressens la vibe d'une organisation. Quand tu mets les deux pieds dedans. Complètement. Puis souvent, l'entrepreneur, disons, là, qui est à la tête de ça, n'a même pas conscience à quel point les gens look up to him, là, ou tu sais, à quel point ça teinte, en fait, la culture organisationnelle. J'ai fait un diagnostic récemment dans une entreprise, tu sais, puis les employés adorent travailler là-bas, mais tu sais, c'est un entrepreneur comme qui est dans la quête du plus toujours parce que c'est un innovateur, il y a des idées, tout ça. Puis les employés me disaient, à chaque fois que le patron part à la chasse, là, genre, je suis stressée parce que je sais pas si mon rôle va changer. Je sais pas si on va partir une nouvelle branche. Je sais pas si je vais travailler encore plus d'heures. Fait que ça, c'est des choses, puis ça se dit pas nécessairement toujours clairement, à moins qu'on prenne le temps de se poser la question, mais effectivement, ça va loin, en fait. Bien, en fait, c'est que ça crée des non-dits. Puis la personne, mettons, est avec les meilleures idées du monde. Puis c'est ça aussi, quand on est dans la performance qui revitalise, on est plus en qualité de présence. Quand on est dans celle qui est plus, c'est qu'on a un objectif, on veut y aller, c'est go, 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 c'est plus, puis on oublie des morceaux autour de nous. Ouais. L'entrepreneur, sans ses membres de l'équipe, les meilleures idées verront pas le jour. Fait que si on se préoccupe pas que les gens autour de nous soient bien, qu'ils nous suivent, qu'ils soient pas dans un environnement d'anxiété, on l'aura pas la performance.
Fait que c'est sûr que c'est vraiment, vraiment interrelié. Fait que quand on est bien, on est plus en qualité de présence pour voir, ressentir les gens. Tu sais, aujourd'hui, en 2022, on en parle du bien-être des gens. C'était déjà présent, by the way, avant la pandémie, là. Je t'apprends rien quand je te dis ça, hein. Ça, je pense que la pandémie, s'il y a quelque chose, ça l'a fait remonter à la surface qu'est-ce qui était déjà présent. Puis s'il y a un bienfait, ça déstigmatise le bien-être et la santé mentale. Je sais pas si c'est ça que tu vis aussi auprès des entreprises, mais ça, je le sens que c'est plus... avant, là, il fallait pas parler de ça, qu'on filait pas, c'était mal perçu, on va manquer dans l'entreprise. Tandis que là, j'ai comme l'impression que c'est de plus en plus accueilli en se disant « Hey, je pense qu'on n'a pas le choix de passer par là. » Oui, bien, il y a un aspect social, tu sais, on en entend plus parler dans les médias, tu sais, même des sportifs là, qui doivent être dans l'extrême performance, qui sont vulnérables, qui en parlent publiquement. Mais dans les entreprises, ce qu'on observe aussi, c'est, tu sais, souvent, on regarde des indicateurs, puis tu sais, quand tu vois, disons, que le taux de consultation au programme d'aide aux employés a explosé dans la dernière année, ou tu sais, les départs en invalidité, tout ça, c'est tous des indicateurs que, OK, là, un petit peu, il faut s'asseoir, puis il faut réfléchir, en fait, à ce qu'on fait, comment on le fait, quel message on envoie, quelle pression on met sur les gens. Ouais. Mais moi, ça me donne envie que tu me racontes, parce que tu as dit dans l'introduction, tu t'es comme rendu un peu proche de ça, d'un burn-out. Veux-tu me raconter ta relation à la performance? Oui, merci beaucoup de poser la question. Quand je parle de performer autrement, le nom à l'origine de ça, moi, je parlais du précipice de la performance au cœur de la performance. Puis je décrivais vraiment là le précipice, comment qu'on se sent dans le fond d'un précipice. On se sent tout seul, puis pour sortir du précipice, c'est comme il faut mettre les doigts, tu sais, dans un rocher pour monter, puis il y a des fois on a besoin de piler ses autres pour se sortir de là. Puis je dis pas que je pilais sur la tête des autres, mais j'avais vraiment un besoin de me prouver, un besoin de démontrer que j'avais raison, un besoin de démontrer que je réussissais. Là, j'étais dans un domaine, ça va faire 20 ans là, que j'étais à mon compte, que j'assiste des entrepreneurs. Moi, quelqu'un qui me posait une question ou qui me disait « T'as-tu lu le dernier livre? Tu es-tu au courant de cette approche-là dans le management? » Puis que je le savais pas, là. Tu sais, devant les gens, j'avais de l'air jamais... que j'avais toujours quelque chose à répondre, mais intérieurement, là, je me sentais tellement pas à la hauteur. Comment ça que je sais pas ça? J'aurais dû être au courant de ça. Fait que je me mettais énormément de pression et je me mettais aussi un masque, le masque du paraître. Il fallait jamais que j'aie l'air vulnérable, que, tu sais, d'avoir l'air infaillible. C'est lourd de porter ça. Tu sais, jamais de démontrer que il y a quelque chose qu'on sent. Puis des fois, là, d'être authentique, c'est pas de dire on va partir à pleurer devant les gens. C'est pas ça. Ça peut être ça, là, mais... Ouais. Il y avait beaucoup d'énergie qui était consacrée à démontrer à quel point j'étais compétente, que j'étais invulnérable, il n'y a rien qui pouvait m'atteindre, j'étais toujours bonne pour analyser une situation, surtout pas ressentir, de parler de mes émotions, de ressentir. Fait que ça, là, ça prend beaucoup de jus, de se déconnecter de qu'est-ce qu'on ressent pour être juste dans la tête. Et c'est ça qui était très énergivore, de vouloir démontrer à tout prix, tu sais, toujours vouloir avoir raison. Ça, c'est comme... Mais qu'est-ce qui fait que tu avais ce besoin-là, tu penses? La recherche de reconnaissance. La recherche de reconnaissance de qu'est-ce que je pense que la société s'attend de moi pour être quelqu'un, pour être aimé, pour mériter d'être quelqu'un, pour mériter, tu sais, la réputation, là, hey, il fallait pas quelque chose, que quelqu'un soit pas d'accord. Puis ça m'amenait aussi à être dans un univers de dire, il faut toujours que je sois politically correct. Mais d'être politically correct, des fois, on n'est pas authentique. Ouais. Puis les gens qui me connaissent depuis longtemps vont dire, ben Hélène, je t'ai toujours connue comme quelqu'un d'authentique, mais j'étais pas authentique avec moi-même. Si quelqu'un me demandait, Hélène, comment tu vas? Super bien. J'étais toujours très occupée, tout allait toujours super bien. Mais c'était pas authentique avec moi-même parce que c'était pas toujours ça que je ressentais. Fait que ça prend du jus. Puis pourquoi je dis que je me suis rendue près du burn-out, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai rendu compte que j'étais prisonnière de mon style de vie. Là, tu as du succès dans l'entreprise. Là, après, tu veux performer dans ta vie personnelle. Là, c'était rendu dans les sports. Là, les fins de semaine, là, c'était pas suffisant d'aller m'amuser dans les sports. Il fallait que je performe dans les sports. Et en début d'année, là, j'avais des objectifs, des secondes de moins dans des descentes de ski, la musculation, d'être à charge maximale, le nombre de bouteilles d'eau que je devais boire par jour. Tu sais, partout. Là, j'avais pas d'enfant encore à ce moment-là. Là, d'être disponible, d'être l'amante, d'être l'amoureuse, d'être la meilleure hôtesse pour les parties. Et moi, si quelqu'un venait à un party chez nous, là, puis se faisait pas de fun, là, c'était grave, là. Je me remettais en question. Il y avait peut-être fait quelque chose de pas correct. Fait que c'était, dans le fond, là, si on résume ça à une chose, puis l'être humain est composé de ça, un besoin d'amour, un besoin d'être aimé. Fait que si je suis moi-même, je serais sûrement pas assez. Juste d'être moi, c'est pas assez. Mais tu connais-tu le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai »
Non, j'en ai entendu parler, mais je l'ai... Je suis en train de lire ça. Ah, en fait, oui, ça hein? parle de communication non violente. Puis Charles et moi, on a fait une formation de 2 jours là-dessus, mais tout est dans ça. C'est de commencer par essayer de se dire, attends, moi, je vais m'écouter. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? De quoi j'ai besoin? Ouais. Puis là, après ça, tu sais, les masques peuvent plus tomber, puis on peut mieux s'exprimer, puis être moins dans la recherche de l'amour de l'autre. Mais c'est un travail sur soi, tu sais, qui est en continu. En tout cas, moi, j'ai l'impression, moi, je suis comme bien gros là-dedans ces temps-ci, c'est d'essayer de moins s'en demander, d'être plus vrai, d'être plus vulnérable. Quand on est en affaires, il y a quand même une notion de performance, de donner confiance, de démontrer qu'on va livrer, de livrer aussi. Ouais. Mais c'est ce que j'ai le goût de te dire, puis tu sais, on parle de travailler sur soi. Moi, là, quand je me dis ça, là, je trouve ça lourd. Tu sais, c'est comme tu le dis, ça va être sans fin. Moi, ce que j'ai découvert avec l'expérience, là, quand j'ai fait vraiment ce tournant-là, de dire, un instant, là, je m'en vais vraiment dans le mur, c'est au lieu de dire, là, je vais travailler sur moi. Tu sais, c'est super large en même temps. Ce que j'ai réalisé, c'est que quand il arrive une opportunité, il arrive quelque chose qui me dérange, qui va me faire sentir que je suis pas à la hauteur. Je suis chercher, là, de midi à 14 heures, qu'est-ce qui me dérange aujourd'hui? Il va arriver quelque chose, une question va m'être posée, une situation que je vais vivre. Quand cette situation-là me dérange, je me dis toujours, il y a un cadeau qui est là. Et sur le coup, en fait, c'est pas moi qui ai inventé ça. J'ai toujours été assistée, moi aussi. J'ai eu une mentor qui m'a amenée là. Elle dit, quand il y a quelque chose qui te dérange, là, plutôt de focusser sur l'autre personne, qu'est-ce que toi, ça dérange en toi? Puis à partir du moment que j'ai accueilli ça, toujours en me disant, OK, je suis inconfortable, je vois pas clair, c'est le chaos. Puis il y a vraiment un cadeau pour moi de me libérer de quelque chose qui m'empêche d'être moi. Ça a changé complètement ma perspective. Fait que là, c'est au fur et à mesure. J'ai confiance la vie. Toutes les fois que j'ai fermé, je vais essayer d'être le plus clair possible, on a toujours des angles morts. Puis toutes les fois que j'avais des angles morts que j'ai pas voulu adresser, la vie, elle s'en charge. Fait que t'arrives une situation que tu dis, ouais, finalement, dans cette situation-là, je me sens vraiment pas à la hauteur. Et quand ça l'arrive, plutôt que de vouloir résister puis d'aller 2 fois plus vite pour démontrer que je suis à la hauteur, je dis, OK, c'est une information que j'ai là, merci. Qu'est-ce qui est là présent pour moi que je peux me libérer pour être simplement moi-même? Puis ça, là, c'est bien moins lourd. C'est toutes les masques que j'ai portées, le paraître, Écoute, quand on porte un masque, on se dénature. Fait que j'avais le masque de la colère. Quand je voulais pas montrer que j'avais pas raison, je démontrais que j'étais là avec mes gros sabots. Puis souvent, les gens me disaient, t'es intimidante. Puis ça, j'étais fière de ça. J'étais fière de ça, d'être intimidante. Moi, j'ai l'air de quelqu'un qui sait où il s'en va. C'était ça pour moi, la performance. OK. Je trouve ça intéressant parce que moi, ça n'a jamais été ma conception, tu sais, des choses. Mais oui, mais continue. Fait que là, toi, ça te rendait fière. J'étais fière de ça. Moi, j'étais fière de dire que j'étais occupée. J'étais fière de dire que quand les gens à mes côtés se sentaient peut-être un peu intimidés, ça veut dire que je démontrais que je savais où je m'en allais puis j'étais compétente. Tu voulais comme te détacher des gens pour montrer... Tu sais, je vais un peu fort, là, parce que je pense que j'ai pas souvent eu le feedback de dire que j'étais condescendante, mais il y a des fois je devais sûrement dégager une certaine arrogance. OK. Puis ça, je pense, ça venait avec l'image aussi. C'était quoi le leader qui est capable de mettre son poing sur la table? Tu sais, comme l'image qu'on a en arrière-plan, de c'est quoi le leadership. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Puis j'ai réalisé qu'à un moment donné, quand t'es toujours dans une énergie de combat, là, tu sais, c'est comme quelqu'un me pose une question, je vais y aller brûle pour point, il faut que j'aie raison. Ça épuise. Cette énergie-là finit par épuiser. Fait que, à un moment donné, c'est tout ça mis ensemble, les objectifs, la pression que je me mettais sur moi-même. Puis, à un moment donné, quand tu te mets une pression sur toi, c'est une question de temps avant que tu la mets inconsciemment ou consciemment sur les gens autour de toi. Fait que tout ça, ça devient lourd à porter. Puis, j'ai réalisé à un moment donné, quand j'ai commencé vraiment, là, ça a été une prise de conscience, ça a été une succession d'événements qui a dit, OK, ça peut être d'autres choses, la vie. Tu sais, j'étais comme sur un pilote automatique. OK. Puis quand j'ai réalisé que ça pouvait être d'autres choses, on pouvait vivre ça différemment, mon rapport à la performance pouvait être différent, il y a plein d'opportunités qui se sont présentées, puis là, je dis, que ça fait du bien juste d'être moi. Mais c'était quoi ton déclic? C'est-tu genre un moment donné, t'étais dans la douche puis ta vie a changé, ou tu sais, comme, qu'est-ce qui s'est passé pour que... C'est une bonne question. À un moment donné, j'ai réalisé que, tu sais, ça s'est fait graduellement dans mon cas, mais j'ai réalisé que je dis, là, si je continue de même, là, je sais pas quand est-ce que j'aurai plus d'énergie, mais je vais arriver vers ça. Puis j'avais surtout un sentiment de vide. OK. À un certain point de me dire, si je continue de même, là, qu'est-ce qui va arriver? Là? Dans 15 ans, là, je vais mettre la clé dans la porte de mon entreprise, puis c'était ça ta vie. J'avais vraiment un sentiment que je passais à côté de quelque chose. C'est venu avec ça. Sans trop poser une question, à un moment donné, j'ai reçu l'appel d'une amie. Elle me dit, Hélène, j'aimerais ça qu'on fasse la business ensemble. J'ai comme l'impression que tu passes à côté de ton potentiel.
sais, avant, je me serais fait dire ça. C'est fort se faire dire ça quand même. Oui, quand même. Puis je me souviens exactement où j'étais, comment c'est arrivé. Ça m'a vraiment parlé. Là, pas longtemps après ça, j'ai rencontré une mentor qui m'a vraiment amenée. Fait que ça a l'air bizarre de dire ça, mais je pense que quand on s'ouvre à quelque chose d'autre. Alors peut-être pour les gens qui nous écoutent que ça les rejoint, c'est comme si les ressources se présentent au fur et à mesure. OK. Ça a l'air bizarre, là, puis je suis pas une fille. Tu sais, quelqu'un m'aurait dit, tu vas vraiment dire ça en ondes, là. Tu sais, quand j'étais vraiment dans ma performance à côté, j'aurais dit, hey, c'est quoi, là, l'affaire, là? C'est Ouija, là, à quoi qu'on joue, là? Ouais, ça fait quasiment ésotérique, là. Tu sais, mais non, je peux juste dire que c'est ça l'expérience que j'ai vécue. Fait que c'est un peu ça. Je sais pas si je réponds à ta question parce que ça nous passionne tellement des fois que je m'envoie ici et là. Mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui écoutent en ce moment puis qui se sentent un peu pris dans un beat de performance, de vouloir, tu sais, comme tu disais, dans le paraître, de réussir, tu sais, le syndrome de l'imposteur. Ouais. Je veux dire, t'es pas la seule, tu sais, à l'avoir vécu. Moi, je l'ai vécu, ça résonne chez moi aussi, fait que... Oui, parle-moi un petit peu de ça, parce que c'est ça qu'on parlait un peu, tu sais, le rapport à performance, qu'est-ce qui change? Ben, je pense que les gens, effectivement, ça va les rejoindre parce qu'il est encore fort présent, ce pattern-là. Mais toi, comment tu vis ça, ce rapport-là à la performance? Ben ouais, moi c'est drôle parce que je pense pas que j'ai de la misère à me montrer vulnérable. Au contraire, là, tu sais, moi j'ai pleuré dans le bureau de toutes les boss que j'ai eu dans ma vie à peu près. J'exagère, là, je caricature, mais tu sais, je suis très capable de dire que j'ai pas la réponse, que je le sais pas. Par contre, je me mets énormément de pression pour que les gens soient contents, pour livrer, pour me faire aimer. Puis tu sais, ça, c'est correct, mais ça, à un moment donné, des fois, c'est un petit peu lourd. Fait que ça, je t'avoue que, tu sais, quand j'ai travaillé dans une grande boîte, par exemple, ben là, tu sais, je voulais être celle qui supportait le plus l'équipe. Je voulais avoir les meilleures idées, amener l'équipe plus loin. Puis, tu sais, je veux dire, personne me demandait ça. Là. Il y avait plein d'autres mondes très intelligents autour de moi. Mais moi, dans ma tête, tu sais, souvent, je partais du bureau à minuit, 1h du matin. Tu sais, j'étais comme rendue folle. Puis c'est moi-même qui avais créé ça. Ouais. Puis là, j'étais à mon compte. Fait que, tu sais, j'ai plus cette espèce de pression-là parce que c'est plus moi par rapport à moi. Mais je te dirais que j'étais encore un peu là-dedans. Puis j'essaie de déplucher puis d'être de plus en plus tu sais, apprendre à dire non pour me dire oui là. Ça c'est comme toutes des choses que je travaille en coaching en ce moment là. Puis ça c'est très beau parce que pour moi c'est un peu l'envers de la même médaille, de démontrer qu'on est invulnérable, qu'on a réponse à tout versus de le dire à l'extrême puis d'avoir peut-être la difficulté à dire non. Pour moi là c'est comme c'est le même pattern mais fait à vécu différemment. Tu sais, c'est comme l'envers de la même médaille en quelque sorte. Et ce que tu touches là, je pense que l'accompagnement, puis quand on s'était parlé, tu sais, aujourd'hui, on fait l'épisode de podcast, on s'était croisés dans le corridor en disant, tu sais, puis tu m'avais partagé à quel point l'accompagnement, c'était présent dans ta vie, puis tu n'avais pas peur de t'entourer. Ouais. Moi aussi, c'est un point qu'on a en commun, les deux. On n'a jamais eu peur de s'entourer. Même en début, quand j'étais dans l'entreprise familiale, j'ai toujours eu des gens autour de moi. Et ça, j'ai trouvé toujours que c'était vraiment porteur d'expansion. Et puis ça, je pense, puis peut-être on a, puis je sais, peut-être que tu le vis différemment, mais je pense qu'il y avait des préjugés. Moi, en tout cas, quand je suis arrivée sur le marché du travail, parce que t'es plus jeune que moi, j'étais à l'aube de mes 50 ans, c'était, tu sais, d'avoir des coachs, là, ou d'avoir des gens autour de nous, c'était bien vu puis pas bien vu en même temps. C'était pas un signe qu'il te manquait quelque chose. OK. Tandis que quand j'ai discuté de ça avec toi, tu me disais, moi, là, j'ai toujours eu plein de monde autour de moi, puis je pense que ça fait une des forces, là, d'avoir l'ouverture de bien s'entourer. Bien, je pense que c'est relié avec l'authenticité, se montrer vulnérable, parce que quand tu te montres vulnérable, c'est que tu t'acceptes de dire, OK, j'ai pas toutes les réponses, puis je suis pas parfaite, puis j'ai besoin, tu sais, d'aller consulter des gens, puis je pense que dans la façon qu'on conçoit, mon Dieu, qu'on conçoit le leadership, tu sais, comme tu le dis, on n'est pas rentré en même temps. Tu sais, moi, j'étais une milléniale, là, je vais avoir 35 ans. Moi, quand j'étais arrivée sur le marché du travail, mes boss me parlaient de dans le temps, c'était comment, puis la relation d'autorité, puis il faut être parfait, il faut rien qui dépasse, puis si ça va pas bien, on le dit pas, on laisse la maison. Mais moi, j'ai moins vécu ça. Fait que je suis en train de me perdre dans mes mots. Là, non, mais est-ce que tu ressens que c'est encore présent? Tu sais, que c'est encore présent dans les entreprises, justement, cette façon-là de performer, d'être parfait? Ça dépend des cultures d'entreprise. Puis je travaille de moins en moins avec des cultures plus rigides. Quoique, j'haïs pas ça des fois. Tu sais, arriver dans un bureau d'avocat, notaire hyper traditionnel, puis là, ils réalisent qu'il faut un petit peu qu'ils changent. Ça, c'est le fun, là. Mais je le vois de moins en moins, je te dirais. Puis je pense que
c'est en grande partie parce que il y a eu des vagues de... Tu sais, voyons, les millennials sont rendus de plus en plus dans des postes de gestion. Les personnes des autres générations aussi, tu sais, ont envie que le monde du travail se transforme. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans l'intergénérationnalité, tu sais, la sagesse des plus vieux qui nourrit, en tout cas. Mais tu dirais-tu que les millénials, justement, sont moins dans la performance? C'est sûr qu'on parle, sont plus dans l'équilibre travail-famille, mais... Non. Ouais, c'est ça, hein? Ils sont plus dans la vulnérabilité. Oui. Dans la bienveillance. Ben, c'est pas sont plus. Le monde du travail est plus parce que je pense que toutes les générations ont évolué, sont rendues là. Puis bon, avec la jeunesse arrive le changement, puis c'est vrai pour la nouvelle génération qui arrive, là. Mais non, je sens que c'est encore très présent. Depuis la pandémie, je pense qu'il y a plus d'espace à remettre ça en question, là. Tu sais, OK, ça veut dire quoi être performant? On a-tu besoin de travailler 5 jours? On peut-tu faire du 4 jours? C'est quoi nos objectifs d'entreprise? Bon, parce que les gens sont essoufflés, puis ça devient nécessaire, là. Mais non, je pense pas que c'est réglé avec la nouvelle génération, malheureusement. Mais il y a plus d'ouverture, par exemple, à considérer, tu sais, dans le sens que performer en 2022, performer autrement en 2022, je pense que ça considère encore plus davantage le bien-être de l'être humain à 360 degrés. Ce que tu mentionnais tout à l'heure, que c'est comme, ben, laisse tes problèmes à la maison, amène-les pas au bureau. C'est tellement pas réaliste comme image parce que un a de l'impact sur l'autre. Si au travail, tu es stressé, tu l'amènes chez vous, ça l'amène de la pression chez vous, tu ramènes la pression de chez vous au travail, c'est comme un va pas sans l'autre. Mais puis là, encore plus avec l'effacement des... Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui est le bureau, qu'est-ce qui est le travail, c'est de plus en plus flou, là. Fait que oui, définitivement, je pense que ça change, qu'il y a plus de place, mais je pense qu'on est encore très... la santé mentale des gens est très fragile, puis je pense qu'il y a un grand lien à faire avec la pression qu'on se met. Puis, tu sais, le vouloir être aimé, puis vouloir réussir, c'est encore quand même... tu sais, on veut se réaliser, on veut avoir des jobs qui ont du sens, on veut donc faire une différence, mais tu sais, des fois, c'est correct aussi d'être juste heureux, puis de profiter du moment présent, puis de faire ce qu'on peut. Puis ça, c'est quelque chose qui est difficile à intégrer, je pense. Mais en même temps, je pense que l'opportunité qu'on vit maintenant, là, ça va faire 2 ans qu'on est quand même dans la pandémie qui est là, peu importe, là, on dit, on est en train de s'en sortir, peu importe, ça l'amène un bouleversement dans nos façons de faire, dans le monde du travail, mais en même temps, ça fait ressortir qu'est-ce qui était déjà là. Puis, tu sais, quand on parlait tantôt de travailler sur soi, là, je pense que ça nous donne une opportunité de mettre de la clarté sur qu'est-ce qui était déjà présent, de le faire ressortir puis de dire quel choix qu'on fait à partir de maintenant. Puis ça, je ressens que c'est là. Il y a peut-être des gens qui vont décider de dire je veux que ça revienne comme avant, les structures. Puis il y a d'autres personnes qui vont dire on a une opportunité de faire les choses différemment, beaucoup plus en harmonie avec toutes les sphères de la vie. Puis moi, c'est ça que je ressens qui est dans la performance, c'est de dire si les gens sont bien. Moi, comme personne, si je suis bien, c'est beaucoup plus facile de pas me comparer. Parce que la performance aussi vient avec la comparaison. Et souvent, on se compare quand on n'est pas bien. Moi, là, quand j'étais vraiment dans la performance, pourquoi je me mettais de la pression? Ben, je me comparais. On peut se comparer sur le nombre de clients, on peut se comparer sur l'auto, on peut se comparer sur la grosseur de maison, on peut se comparer sur n'importe quoi. Puis ça, pour moi, c'est un signe, pour moi, c'est un indicateur que je n'étais pas vraiment dans mon X, dans ma zone d'excellence. Puis c'est pour ça qu'on se compare. Et la performance, c'est ça qu'elle amène. Mais quand on est bien, on a beaucoup moins ce désir-là de vouloir se comparer parce que on est tellement bien, on a le goût de partager aux autres ce bien-être-là, ce rayonnement-là. Les autres le ressentent. Puis on dit, hey, moi aussi, j'ai le goût d'être sur mon X, d'être dans cette zone-là où je me sens unique, où j'exprime pleinement mon potentiel. Puis on se compare pas. Je sais pas si ça te parle quand je te dis ça, mais je pense vraiment que ça, c'est quelque chose qui est libérateur aussi de se libérer de la performance parce qu'on dit, je suis moi-même, j'ai pas besoin de me comparer, je suis heureux. On a moins tendance à envier, on dirait, quand on est bien. Mais t'es moins en recherche parce que t'es plus comblé, t'es plus nourri, fait que ça fait plein de sens. Puis j'ai envie de te demander, parce que là, je suis sûre qu'il y a du monde qui écoute puis sont comme, OK, mais comment je sors de ça? Comment je fais ça? Là, je le sens là, que je peux sur mon X. Par où je prends ça, cette bébite-là, tu sais? Première des choses, j'ai le goût de dire, se laisser le droit de faire ce constat-là. Parce qu'il faut pas, j'ai le goût de dire, de pas vouloir performer dans performer autrement ou de vouloir performer, de se libérer de ça. Fait que la première des choses, c'est de dire, OK, je fais un constat aujourd'hui. Chaque jour peut être un nouveau départ. Je fais le constat aujourd'hui et je me laisse le droit de faire un bilan sans le juger.
Et c'est là parce que pourquoi je parle en connaissance de cause, moi je me suis jugée là. OK. Parce pourtant que quand tu performais, tu sais, ton bilan devait être pas pire. Ben oui, je performais dans certaines zones de ma vie. Tu sais, on pourrait se parler un peu c'est quoi la réussite. Je performais dans mon travail, j'avais du succès, les clients m'appréciaient, ça allait bien. Mais quand on allait un petit peu creuser dans ma vie personnelle, j'étais pas super disponible. Tu sais, il y avait d'autres puis la santé était en train d'en prendre un coup parce que dès que j'arrêtais, je me sentais complètement épuisée. Fait que j'avais besoin de carburer à l'adrénaline. Et c'est combien de temps? Tu sais, quand on carbure à l'adrénaline, c'est comme un moteur quand il est dans le rouge. À un moment donné, la pièce la plus vulnérable, elle va briser, là. Je m'en allais là. Fait que oui, j'avais... Puis c'est ça le pattern de la performance traditionnelle. On a du succès dans une des sphères de notre vie au détriment des autres. Donc, pour revenir... J'ai encore du chemin à faire. Mais c'est ça qui est accepté socialement. Ouais. Moi, je pense que c'est en train de changer, justement, en 2022, parce qu'on a des choses qui nous sautent en plein visage, mais c'est quand même ça qui est valorisé. C'est normal d'avoir un succès X au détriment. Alors, tu vas avoir un succès comme mère au foyer, c'est au détriment de tes finances, c'est au détriment de ta vie professionnelle. Tu sais, il faut toujours... Ça fait partie de la game. Mais pour revenir, quelqu'un qui nous écoute et qui dit, OK, moi, là, c'est d'autres choses que j'ai le goût de vivre. Première des choses, faire le constat et se laisser le droit. Et ça fait la personne qui on est aujourd'hui, sans se juger que ça devrait être différent. Puis de dire, à partir d'aujourd'hui, je peux faire un choix différent. Et ça a l'air bizarre ce que je vais dire, là, mais à partir du moment qu'on fait ce point-là, on peut écrire. Des fois, ça fait du bien. Moi, j'écrivais énormément. Puis dire, OK, c'est quoi ce que je choisis aujourd'hui? Je choisis d'aller reconnecter à ma petite voix. Parce qu'on a toutes les réponses à l'intérieur de nous. Puis quand on est dans le brouhaha, le métro, boulot, dodo, on se déconnecte de ça. Oui, mais on le sent, on le pousse parce qu'on n'a pas le temps puis parce qu'il faut performer, justement. Exactement. Mais oui. Mais je te le partage, mais j'ai acheté, justement, on commence l'année, puis j'ai acheté un journal de genre méditation matinale / de soir. C'est exactement ça, c'est de prendre un temps d'arrêt puis dire c'est quoi mon intention dans ma journée, comment je vais faire pour être dans la gratitude, pour m'écouter. En tout cas, bref, peut-être un outil à considérer. De respirer. Juste ça, là. Puis ce que j'ai réalisé au début, là, moi, quand on m'a invité à respirer, parce que je respirais pas, je respirais juste du haut du corps. Quand on m'a juste invité à respirer plus profondément et plus lentement qu'à l'habitude, et surtout de ne pas tomber dans le piège, là, il faut que les idées viennent. Là, il faut que je connecte à mon intuition. Là, je veux les avoir, mes réponses. OK, j'ai le goût de dire, on les a toutes les réponses à l'intérieur de soi, mais de se laisser l'espace qui arrive. Moi, j'ai été des années à me déconnecter de ça, là. C'est pas vrai qu'après 3 fois que je respire, que je vais avoir toutes mes réponses, là. C'est quelque chose existentiel de la vie, là. C'est pas de même, ça marche. Fait que j'ai le goût de dire, premièrement, de faire le constat, de dire, choisis d'autres choses. Se donner un espace pour respirer. Sans se donner un objectif particulier de trouver des réponses. Les réponses, elles viennent. Moi, je les ai trouvées à travers des marches que j'ai prises, de connecter à la nature. Moi, avant, là, d'écouter gazouiller d'oiseaux, là, je trouvais que c'est une perte de temps pas pire. OK, vraiment, là. Puis maintenant, je l'apprécie réellement, mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. Ouais. J'ai commencé à m'accorder un peu de temps, respirer. Puis là, il y a des inspirations qui sont arrivées. Les pas se sont comme tracés au fur et à mesure. C'est le même, je l'ai vécu. Ben écoute, ça me parle beaucoup. Moi, je suis encore dans... Mettons, on va voyage, on se loue des chalets, des fois, Charles et moi, puis au bout d'un certain temps, là, on dirait que ça me rend anxieuse d'être dans la nature parce que ça bouge comme pas assez, puis je sais pas comment l'expliquer, là, mais ça démontre à quel point qu'on est dépendant de l'adrénaline. Ouais. Ah ben ouais. Parce que moi, là, les premières fois, je me suis déposée puis j'ai respiré, là, j'ai de la colère qui a remonté, j'étais en train de perdre mon temps. Tu sais, il y a plein de mix emotions qui sont arrivés. C'est pas vrai que, oui, je me suis mis à respirer, c'était facile à tous les jours. Il y a des journées que j'ai sauté. Mais pourquoi je partage ça aujourd'hui? Je me dis, pour moi, ça a tellement été bénéfique, ça fait maintenant partie de mon hygiène de vie. Je peux plus m'en passer parce que je le sais que ma journée, elle se déroulera pas de la même façon si je vais pas là. Mais il faut se laisser le temps. Puis moi, plus on veut performer dans se libérer de la performance, plus ça prend de temps. Alors, moi, c'est vraiment contradictoire pour la tête, là. Mais plus on se dit, garde, je vais juste me déposer, je vais faire confiance que les réponses vont être là. Notre corps, il nous parle, c'est un baromètre. Puis quand on se sent relax, des fois, les meilleures inspirations, on n'a pas besoin d'aller loin, là. Richard Branson, là, qui est un multi-entrepreneur qui a réussi. Qu'est-ce qu'il parle? Puis on a plein de grands entrepreneurs qui disent les meilleures idées, ils ont eu quand ils étaient dans un hamac, par exemple, là. Pourquoi ça arrive? On a-tu besoin de performer derrière un ordinateur, assis d'une façon, un bureau X? Tu sais, des fois, la performance est comme partout, les inspirations, on ne sait pas quand est-ce qu'elles arrivent, mais se donner cet espace-là, puis se laisser le temps. Tu sais, ça fait des années, ben moi, le virage s'est fait, puis pourquoi je partage ça? Puis
la performance, ça me fait vibrer. Je me dis, si je peux donner des shortcuts aux gens qui écoutent. Parce que moi, là, ça paraît pas de même, là. Tu sais, je parle de ça, on dit, ça coule bien. J'ai une espèce de tête de cochon, là. Puis j'y croyais pas à ça, là, qu'il y avait d'autres façons de performer, là. J'ai challengé le concept pas pire, là. Avec ma mentor, là, j'ai challengé, là. J'étais pas oui, performer, respirer, c'est une bonne affaire. J'étais allée loin. Mais maintenant, aujourd'hui, je le partage parce que je me dis, si moi, là, j'ai pu le vivre puis de ressentir les bienfaits, tout le monde est capable d'aller là. Ben écoute, je trouve ça vraiment full inspirant. Puis tu sais, moi, ça me parle vraiment beaucoup. Puis j'ai envie de dire, moi, je suis pas dans une dynamique où je me cherche. Ben tu sais, oui, on cherche tous, mais dans le sens, mettons, je suis heureuse dans mon métier. Je pense que je suis sur mon X, mais je suis quand même dans le piège de la performance. Fait que tu sais, j'ai comme un peu l'impression qu'on n'y échappe pas. On n'y échappe pas, mais ça, c'est un passage un peu dans la vie. Puis même si tu changes d'emploi, même si tu es heureux, même si tu as des idées, des projets, tu tripes, ça demeure un enjeu aussi là, de dire, OK, ben je suis équilibrée? Est-ce que j'ai vraiment la vie que je veux vivre, même si ma carrière est à l'image ou en train d'être à l'image de ce que je recherche? Fait que, en tout cas... Mais tu as raison, l'équilibre est fragile. Je pense que c'est de développer ce réflexe-là de s'écouter. Tu sais, moi, j'ai réalisé que maintenant, là, aujourd'hui, là, je me prenais au piège des fois de retomber dans les tout doux, puis il faut que j'aie accompli ça dans toute ma journée. Mon corps, il me parle vraiment rapidement maintenant. Ce que j'écoutais pas avant, là, je viens comme les épaules tendues, je viens crisper, je le sens, la fatigue, là, c'est comme si je sens comme une batterie, là, c'est qu'elle se décharge rapidement. Ça, quand ça m'arrive, là, je me dis, qu'est-ce que tu voulais faire aujourd'hui, là? C'est quoi, là? Tu voulais performer à tout prix, là? T'es-tu travaillé ces bonnes affaires? Puis c'est quand on tombe dans cette boucle-là, puis là, la beauté, c'est qu'à force de pratiquer ça, on tombe de moins en moins dans le piège, on sent venir. Ça va arriver une journée, là, tu dis, OK, je viens de retomber là-dedans, ben c'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, toi, tu as des livrables. Parce que, tu sais, on a tous des échéanciers, des choses qu'il faut qu'ils avancent, des livrables. Moi, ça, c'est quelque chose que je ressens pas la batterie, mais tu sais, la tension des épaules. Puis moi, dans ce temps-là, je pense que c'est pas bon, là, mais ce que je fais, c'est que mentalement, on dirait que je m'assois. Je me vois me prendre par les épaules, puis m'asseoir sur ma chaise, puis me dire, là, performe, tu sais, quasiment. Mais en même temps, il faut livrer, tu t'es promis des choses, puis à un moment donné, si tu dis, ben, OK, je suis pas dedans aujourd'hui, puis je me sens créative, puis j'ai le goût de, je sais pas, aller prendre une marche en réfléchissant, ben, tes choses se feront pas. Fait que comment tu t'équilibres ça? Moi, j'ai vraiment appris, là, j'étais une fille qui avait tendance à tout mettre les choses pour hier. Et au début, dans mon agenda, les marches, les moments de pause, je les écrivais dans mon agenda, c'était aussi important que n'importe quelle autre chose dans ma journée. OK. Ça a été un bon pont. C'était dérangeant, là, ça m'a rendu très inconfortable. Là, j'avais l'impression, parce que moi, j'ai vécu la performance à un moment donné, là, j'étais mal à l'aise d'être habillée en jeans là, quand j'allais faire une épicerie. Si quelqu'un, faut qu'il me croise habillée relax. Parce que moi, j'ai commencé ma carrière, là, j'étais habillée en tailleur, fallait que j'aie l'air sérieuse, là, c'était quelque chose, là, je me prenais vraiment au sérieux. Fait que là, les premières fois, j'ai commencé à m'habiller plus relax. Il fallait pas que quelqu'un me croise. Je vais avoir l'air d'une fille qui travaille pas. Moi, je l'ai vécu de même, là. T'es à l'épicerie, c'est correct de pas travailler? Non, c'était pas correct pour moi, là. OK. Fallait que je performe, là. Fallait que j'aille la fille toujours occupée dans le tapis. Un instant, là, pour être quelqu'un. J'ai besoin de dégager ça, moi, là. Fait que pour moi, j'ai commencé à mettre ça à l'agenda et j'ai réalisé à quel point je me mettais moi-même ma propre pression de mettre des échéanciers beaucoup trop serrés. Ça me parle. C'est d'apprendre à s'honorer. D'apprendre à s'honorer, tu sais. Puis il faut vivre des fois l'inconfort de dire, ça se peut que la personne me perçoive et pas assez vite. Mais quand on prend vraiment le temps de décortiquer, de dire, dans quelle mesure je vais être à l'optimal, puis je veux dire, dans la relation de client, je me dis, si de cette façon-là, je suis pas optimale, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous m'engagez? Moi, je vais vous donner le meilleur de moi-même. Et pour ça, ça va prendre ce temps-là. Mais plus on a une solidité, les gens le dégagent, puis c'est moi-même qui avais tendance à me mettre des échéanciers beaucoup trop serrés. Fait que c'est d'apprendre à dire non, à un moment donné, puis de dire, je vais m'honorer là-dedans, parce que en plus, pour le client, c'est pas le meilleur de moi-même que je vais donner si je travaille sous pression. Puis effectivement, dans des mandats qui ont besoin de créativité, c'est pas vrai que je vais être capable de me dire que je vais être créative de 1h à 2h le lundi. C'est peut-être le mercredi matin, je vais l'être. Fait que si je me laisse pas cet espace-là, ben là, je force, puis là, c'est là que ça prend 3 fois plus de temps. Puis là, tu peux pas charger ce temps-là parce que c'est pas au client payé. Puis c'est une roue. Fait que quand on se donne cet espace-là, tu dis, ben, puis des fois, les choses arrivent avant.
Mais moi, j'avais vraiment une tendance à mettre des échéanciers beaucoup trop serrés. Puis là, tu arrives à la fin de ta journée, tu as le sentiment du devoir pas accompli, tu n'as pas réalisé tout ce que tu devais réaliser. Puis quand tu t'arrêtes 2 minutes, tu te dis c'était pas réaliste, pas 2 espèces de secondes de tout mettre ça. Fait que ça permet d'espacer l'agenda. Et quand on a, tu sais, le vide est rempli d'opportunités, fait que quand on se laisse pas de vide, on voit pas clair. Ouais. Fait que quand on se laisse un certain espace, ça permet d'aligner les priorités puis de voir beaucoup plus globalement qu'est-ce qu'il y en est. C'est ça à quoi ça me fait penser. J'écoutais hier, je te jure, une conférence de Jacques Forêt, qui est une sommité en RH. Tu le connais? Oui. Bon, OK. Puis il écrit des livres, il est quand même... c'est ça, c'est bon. Puis c'était sûr, puis il était avec une autre personne dont le nom m'échappe, je m'excuse pour cette personne-là, mais c'était sur le temps versus l'argent. Tu sais, qu'est-ce qui a plus d'importance? Parce que, tu sais, bon, l'argent, c'est volatile, c'est élastique, on a plus ou moins. Le temps est limité, puis il parlait de ça, que les gens sont très irréalistes par rapport à leur temps. On surestime toujours. Puis il disait exactement comme tu dis, mais même disait, tu sais, fais ta to-do list dans ton calendrier, dans ton agenda, tu sais, par bloc de temps pour vraiment le voir visuellement. Puis, ben, quand les choses prennent plus de temps, tu t'en rends compte, puis à un moment donné, ça te force un peu à t'ajuster puis à être plus réaliste si tu veux avoir, par exemple, tes soirées ou tes fins de semaine. Oui, puis ça peut aller aussi loin que, tu sais, j'ai pas vécu ça dernièrement, mais j'étais prête à me dire, si un client, il est pas prêt à vivre avec l'échéancier avec lequel moi, je suis confortable, je suis mieux de dire non. Parce que ça va tellement me mettre sur le nerf, ça va tellement me prendre d'énergie que je risque aussi d'escamoter puis de moins bien servir les autres personnes. Parce que je serais pas bien. Fait qu'au bout de la ligne, le prix est beaucoup plus cher que de vouloir prendre un mandat à tout prix. Puis il y a des fois, ça m'est arrivé, j'ai dit non, puis ça m'a fait, tu sais, c'est pas aligné avec moi, je le prendrai pas. Mais tu refuses de l'argent. Ouais. Mais toutes les fois, j'ai réalisé que toutes les fois que j'ai dit non à quelque chose, il y a quelque chose de mieux, plus aligné avec moi qui s'est présenté. C'est une question de temps. Je sais que ça peut avoir l'air bizarre, mais c'est ça qui est arrivé. Je peux pas dire d'autre chose. Parce que la qualité de présence qu'on a, comment qu'on se sent, les gens le ressentent, on est avec quelqu'un devant nous, on voit plus clairement les opportunités qui peuvent être là, puis ça l'arrive. Fait que pour moi, je me dis, ben je suis prête à dire non si j'ai pensé à mon affaire, puis c'est ça le temps que ça prend, puis quelqu'un veut pousser, ça marchera pas. Ça sera pas la plus haut potentiel qui va ressortir de ça, fait que j'aime mieux dire non. Puis là, nous, on est des entrepreneurs, fait que c'est facile à dire. Faut le faire quand même, mais je veux dire, tu prends un mandat ou tu le prends pas, les gens qui sont en entreprise... Comment on fait pour dire non, mettre ses limites? Y a-tu de l'espace pour ça? Faut-tu s'en aller de l'entreprise nécessairement si on sent qu'on n'est pas respecté dans nos limites? Comment tu l'aborderais? Mais tu sais, je pense qu'on parle de performer autrement en 2022. On parle à quel point c'est important d'être côte à côte, puis que les gens veulent avoir un environnement dans lequel ils sont bien. Bien, je pense qu'une réflexion à faire avant de dire que c'est trop, c'est de prendre un moment, de poser avec nous-mêmes, de dire pourquoi c'est trop, qu'est-ce qui m'est demandé là? Puis quand on prend, puis on se sent vraiment bien avec ça, puis qu'on a vraiment une intention de dire, moi, je me sens impliquée dans l'entreprise, je veux bien faire mon travail, mais là, vraiment, qu'est-ce qui m'est demandé, ça fait pas de sens. Ben, je pense que si on l'amène avec cette intention-là, qu'on le partage de façon calme, sans attente, sans attachement, il faut que ça se passe d'une façon. Ben, si on n'a pas l'écoute dans l'entreprise qui est là, je dis pas qu'à la première fois, il faut s'en aller, mais après, c'est un se questionner de dire, est-ce que ça va être dans cet environnement-ci que je vais pouvoir m'exprimer pleinement dans ma zone d'excellence ou pas? C'est ça que les gens recherchent. Puis à un moment donné, c'est ce questionnement-là. Oui, ça donne le vertige. Quelqu'un nous écoute, va dire, ben voyons, on l'a l'écouté parler, là, je suis pas bien où je suis, c'est pas ça peut se faire graduellement. Mais de tester à plusieurs reprises, de dire, si-tu ici, je vais pouvoir donner le meilleur de moi-même. Puis je pense, de plus en plus, avec ce qu'on parle aujourd'hui, les gestionnaires qui sont là, que quelqu'un explique carrément, clairement, puis vraiment avec beaucoup de douceur et d'authenticité, pourquoi je pense que ça, c'est pas possible. Pourquoi un patron n'écouterait pas ça non plus? Moi, je pense que de plus en plus d'ouverture à ce niveau-là, puis c'est de prendre le risque positif de le dire. Parce que des fois, on dit « Ah, ça sera pas bien perçu ». Mais pourquoi pas être authentique, puis d'aller vivre pleinement l'expérience, puis de voir comment c'est reçu. Puis là, on se fait une idée de dire « C'est ça que j'ai goût de vivre ou c'est pas ça que j'ai goût de vivre ». Très intéressant. Puis j'ai l'impression que ça peut être dans les deux sens parce que, tu sais, du côté de l'employeur, on dirait qu'on a une espèce de notion qu'il faut retenir les gens à tout prix. Puis il y a une espèce de genre, si tu t'en vas, tu me trahis quasiment, là, des fois dans les entreprises. Alors que peut-être si on ouvrait un peu plus cette discussion-là puis disait, ben, tu sais, nous, voici l'environnement qu'on te propose, es-tu bien là-dedans? Puis tu sais, d'y aller plus comme en mode authenticité.
ce serait probablement gagnant aussi pour la performance de l'entreprise, tu sais, à l'inverse. Ben oui, parce que tu touches quelque chose, tu sais, des fois, le patron, je veux le garder à tout prix parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, il faut pas que la personne s'en aille. Mais en même temps, des fois, je pose la question au gestionnaire, est-ce que tu es en train de vouloir plus que le membre de l'équipe? Es-tu en train de vouloir plus que l'employé? Puis la réponse est oui, des fois. Puis la personne dit, ben là, moi, j'ai 25 000 de plus ailleurs. Tu sais, à un moment donné, si c'est juste le salaire, là, je suis pas en train de dire que c'est pas important, mais je suis juste en train de dire, si c'est juste ça qui tient, des fois, la personne a le besoin d'aller vivre l'expérience ailleurs. Puis des fois, de vouloir retenir à tout prix, oui, ça coûte de l'argent. Après, ça débalance le reste de l'équipe, l'équité auprès de l'équipe. Tu sais, ça a des conséquences. Ouais. Puis on pense que des fois, ça l'arrête là à cause que quelqu'un quitte. Là, je suis pas en train de dire que les gens sont pas indispensables. Je suis juste en train de dire qu'il faut être là pour les bonnes raisons. Puis quand il y a trop d'attachement, il faut que je te garde à tout prix. Ça l'amène des déséquilibres ailleurs. Mais tu sais, tantôt, tu disais, toi, quand tu dis non à des mandats, il y a des choses plus alignées qui se présentent. Puis j'ai envie de me dire, si à un moment donné, on réalise que la relation, c'est mieux qu'elle se poursuive pas, ça va faire de la place pour des nouveaux employés qui, eux, vont peut-être être mieux puis plus alignés. Puis en tout cas. Mais je te rejoins là-dessus. Ouais. Dans le fond, l'harmonie, tu sais, quand on parle, des fois, je vais vous parler d'harmoniser. L'harmonie, des fois, c'est qu'une relation se complète aussi. Des fois, la plus haute opportunité pour l'entreprise, pour les deux personnes, que ce soit en entreprise, en couple, c'est de compléter. Mais quand on prend le temps de se dire les choses de façon authentique avec douceur, j'aime ça spécifier parce que l'authenticité, des fois, dit bêtement, ça peut être quelque chose. L'authenticité avec la douceur, moi, je pense que l'harmonie va être au rendez-vous. Puis des fois, c'est de compléter, que ça soit la fin. Puis on sait pas la vie comment elle est faite. Qui qu'on recroise pas dans notre route, dans notre passage? Effectivement. Fait que, tu sais, je me dis, on a toujours intérêt à se dire les vraies affaires puis pas présumer comment l'autre va réagir. Pas présumer. Dire, ben moi, j'y vais avec qu'est-ce qui est là présent pour moi, puis je le partage avec beaucoup d'amour et de bienveillance, puis on voit qu'est-ce qui se présente. Ben c'est intéressant parce que tu mets ensemble bienveillance et authenticité. Je sais pas si tu connais cette phrase-là. Je pense que c'est Brené Brown qui dit « Clear is kind, unclear is unkind ». C'est de bien dire les choses, d'être clair, encore une fois, comme tu dis, avec douceur, ben c'est de la bienveillance. Puis de plus en plus, on dit, ben là, il faut être humain, il faut être un employeur humain, inclusif. C'est une des façons, clairement, de se montrer bienveillant. Oui, puis des fois, ça se peut que l'autre personne ne le reçoive pas bien. Mais si nous, on a été bienveillants puis dans la douceur, on dit, ben à un moment donné, ça ne m'appartient pas quel choix que la personne fait pour recevoir qu'est-ce que je lui dis. Puis des fois, la personne, plus tard, va dire, hey, tu sais, quand tu m'avais dit ça, là, ça m'a vraiment aidé, mais des fois, le déclic se fait un petit peu plus tard. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, je pense que dans la performance, vient avec de l'authenticité, vient avec de la bienveillance, vient avec de la clarté. Puis mettre la douceur à travers de ça, des mots que n'auraient jamais sorti de ma bouche avant dans la performance, c'était plus la rigidité, être affirmatif, clarifier les attentes. Mais là, je vais être à côté, mais tu penses-tu que le fait qu'il y avait peut-être moins de place pour du leadership plus féminin ou que les modèles étaient plus masculins, toi, tu t'es-tu mis une pression pour dire, moi, je veux rejoindre les comités exécutifs, fait qu'il faut que je sois très, bold puis que je fasse ma place. Penses-tu que ça a comme contribué à... Je pense que oui. Je pense que l'image de leadership aussi qui est projetée dans la société a dû m'influencer. Puis oui, je pense que tu touches un bon point. Là. On est très bonnes, les femmes, se mettre une pression d'être comme les hommes. C'est pas mieux de dire aux hommes, soyez comme les femmes. Je pense qu'on a chacun nos attributs, sans généraliser, qu'on a à apprendre l'un puis de l'autre. D'harmoniser les deux. Puis on a tout je pense, une sphère masculine à l'intérieur de nous puis une sphère féminine. Quand on harmonise les deux, c'est parfait. Mais oui, j'ai eu tendance, je pense, il faut que je sois comme le leader masculin, affirmatif. T'sais, on est en train de mettre des mots, des étiquettes, qui est pas le cas. T'sais, le leadership, c'est d'être soi-même, là. Ben c'est très passionnant. Puis d'ailleurs, ça me fait penser à ça aussi parce que tu vas bientôt faire un panel. Je sais pas si t'es prête à le plugger. Au pire, Charles le coupera au montage, là. Prête à le plugger? Ben dans le fond, c'est vrai que j'ai vécu une première expérience de table ronde où on a parlé du leadership 5.0. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience live. Ben en fait, tu sais, merci Charles là, parce que le podcast là, ça m'a sorti de ma zone de confort au départ là, le podcast là, et ça m'a amené vraiment à dire, hey, j'ai fait un événement live, j'ai adoré ça. Fait que j'ai le goût d'en faire une autre. La prochaine table ronde, elle va être... J'ai pas trouvé le titre exact encore, mais ça va être vraiment en lien avec le leadership féminin de femmes de partout dans le monde, des différents continents. Alors, ça va être ça le teaser. Vous allez pouvoir me suivre sur les réseaux sociaux. Je vais en parler davantage dans les prochains
prochaines semaines. Mais écoute, merci d'avoir posé la question. De voir ça. Fait que j'invite les gens à te suivre, les gens de la talenterie. Je vais mettre le lien vers ton feed LinkedIn. Évidemment, aussi le lien vers ton podcast. Oui. Performance autrement. Puis tu as fait des capsules aussi sur la performance, je crois, hein, sur LinkedIn. Sur LinkedIn, sur YouTube. Oui, sur YouTube, en fait, sont diffusés des fois aussi sur LinkedIn. J'ai des capsules sur Performe autrement. Il y a plein de choses. Les gens qui ont le goût d'en savoir plus, là, ça peut ressembler à quoi Performer autrement? Il y a plein de capsules. Et j'invite aussi les auditeurs de Performer autrement d'aller découvrir ton podcast. Il y a qu'est-ce que tu fais aussi dans ta vie de tous les jours. Et le podcast La Talenterie t'explore différentes choses. Justement, qu'est-ce qui se passe? C'est, oui, la performance, mais aussi au niveau de la société, au niveau de l'environnement. C'est vraiment le monde du travail. Tu sais, moi, je parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale, puis du monde du travail. Fait que c'est très, très... qu'est-ce qui se passe dans le monde, comment ça l'affecte notre relation au travail puis les organisations. Fait qu'on parle de plein d'enjeux sociaux, écologiques, politiques. Je me permets, mettons, d'aller très large. C'est ça qui est le fun parce que c'est un partage. Fait que je pense que tu invites des gens aussi de différents horizons à partager là-dessus. Puis ça te fait faire des rencontres aussi magnifiques au cours de la dernière année. Fait que c'est comme Charles, on a un point en commun. Tu nous as lancé les deux dans l'univers du podcasting. Puis bref, c'est un peu ça. Je sais pas, tu voulais-tu ajouter d'autres choses toi, en lien avec la performance? Non, peut-être j'ai envie de prendre un engagement envers moi-même, on dirait, dans ce podcast-là. Puis d'amener les gens à le faire, de dire, tu sais, hey, on peut-tu s'arrêter 2 minutes puis s'autoriser à pas tout le temps être performant puis parfait puis encore plus explorer cette vulnérabilité-là. Moi, je pense que cette conversation, j'étais déjà un peu là-dedans en début d'année, tu sais, souvent on est là-dedans, mais cette conversation-là m'inspire encore plus à garder ça important, tu sais, au cœur de mon quotidien. Puis, merci de partager ça. Puis on dirait que j'ai le goût de rebondir sur la vulnérabilité. Ce mot-là, pour moi, là, c'était tellement un signe de faiblesse auparavant. Puis, tu sais, d'être vulnérable, ça veut dire quoi? C'est d'être authentique avec soi-même. En fait, c'est tout simplement ça. C'est ça, la vulnérabilité. Ça veut pas dire qu'on est en petite boule puis qu'on part à pleurer puis qu'on est faible. Au contraire, c'est l'authenticité avec soi-même, le courage d'être soi-même dans toutes les situations. Et d'avoir de la douceur envers soi et avoir de la douceur envers les autres. C'est ça, la vulnérabilité. Et ça, je pense que ça parle aux gens. Oui, complètement. Fait que c'est le fun d'un engagement qui est pris avec, je sais pas, il y a combien d'auditeurs sur nos 2 podcasts. Ouais, c'est ça. Mais je te félicite de ton engagement. Moi, je me suis engagée à table ronde, mais je veux dire que je m'engage aussi. Ah oui, à l'affaire. C'est annoncé. Bien sûr, je viens de l'annoncer. Mais moi aussi, c'est un engagement que j'ai au quotidien avec moi-même de toujours rester aligné avec qui je suis. Puis c'est toujours des opportunités pour moi. Ça arrive des fois des petits frissons, de dire « Oh, ça vient de me déranger », mais je le ressens vraiment comme un cadeau. Puis comme je dis, pour moi, c'est vraiment bénéfique. Puis c'est mon invitation de... Quand il y a quelque chose qui vous dérange, au lieu de vous juger sévèrement, voyez-les comme un cadeau. Même si vous n'avez pas la réponse tout de suite, le cadeau, c'est quoi? C'est pas grave. Il y en a une opportunité et ça nous permet d'avoir une solidité qui est différente là, par la suite. Bon, mais c'est super. Puis si jamais les gens ont envie d'en parler, moi, je sais pas toi, mais moi, j'aime toujours ça, jaser avec les gens. Oui. Écrivez-nous, que ce soit publiquement ou même en privé. Tu sais, des fois, il y a des choses qui résonnent. En tout cas, c'est tout le temps le fun de connecter avec les auditeurs. Fait que gênez-vous pas si ça vous a parlé, si vous êtes là-dedans ou si vous voulez juste nous partager votre engagement. Hein? Oui. Oui, hey, ça, j'adore l'invitation. Partagez-nous votre engagement. Déjà, de l'écrire, ça l'amène une profondeur qui est différente à l'engagement. Alors, on vous invite à écrire l'engagement qu'on vous a inspiré à travers cet épisode-là. Puis oui, je te rejoins totalement. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec les gens puis de lire les commentaires. C'est vraiment vibrant. Merci vraiment pour ton temps puis ton ouverture. Puis tu étais très inspirante. C'était vraiment un plaisir. J'allais dire de te recevoir, mais bon, qui a reçu qui? On le sait pas trop. Ben écoute, inspiration partagée. Alors, c'était un podcast en toute fluidité et douceur. Alors, comme je les aime. Alors, un gros merci, Sarah, toi aussi, pour ton temps et ton partage. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, on vous souhaite une belle semaine et n'oubliez pas notre invitation. Partagez-nous vos engagements que vous avez avec vous-même. Ça sera un plaisir de vous lire. Bye bye.